plaisir de vous informer, le vice-président national du PPRD, Obamina Koundjalanjoko, a conduit ce vendredi 16 janvier 2026 la délégation du PPRD et du FCC aux activités organisées par la Fondation Musée Laurent Kabila à l'occasion du 25e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef d'État congolais. Reportage. Le vice-président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le professeur Obamina Koundjalanjoko, a pris part ce vendredi 16 janvier 2026 aux différentes activités commémoratives organisées par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila à l'occasion du 25e anniversaire du décès de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas d'accord avec... Ces activités visaient à honorer la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans des conditions inhumaines le 16 janvier 2001, alors qu'il s'est trouvé dans son bureau du travail au Palais de Marbre à Kinshasa-Ngaliema. Le programme de la journée a notamment été marqué par un culte d'action de grâce organisé à la cathédrale du centenaire protestant, culte au cours duquel la représentante de la Fondation Mzee a déploré la négligence observée ces derniers temps de la mémoire du soldat du peuple. Comment comprendre que même le véhicule personnel de Mzee, le jeune président de la République, qui a été préservé et conservé toutes ces années pour la mémoire collective et exposition, soit pillé et emporté à l'aube de la 25e année de son assassinat. S'en est suivi une visite du mausolée du feu président avec dépôt des gerbes de fleurs et signature du livre des condoléances avant de s'exprimer devant la presse. Les grands hommes, les grands esprits ne disparaissent pas. C'est tout ce que j'ai écrit. 25 ans après, Mzee demeure vivant. Parce qu'il y a toute une génération Mzee après son départ. Et cette génération Mzee est appelée à poursuivre son œuvre, savoir se prendre en charge pour notre cher Congo. En résumé, c'est ce que nous avons dit et je crois que c'est toute une fierté parce qu'une génération vient de naître, de grandir après le départ de Mzee, son esprit demeure. Ça se sent, ça se vit et cela est une fierté pour nous du PPRD, pour nous du FCC et pour tous les patriotes. Merci. À sa participation à ces activités, le professeur Obamina Koundjalanjoko a rendu un hommage solennel à la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, rappelant son combat pour la souveraineté nationale et la dignité du peuple congolais. Signalons enfin que le vice-président national du parti a eu à sa suite la délégation du PPRD, mais aussi du Front commun pour le Congo. Rendons-nous au Togo où une session de travail préparatoire s'est tenue ce vendredi en prélude de la réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Organisée dans le cadre des efforts de médiation du président Forna Sibé, cette rencontre vise à renforcer la coordination en cours et consolider les acquis en faveur d'une paix durable. Une atmosphère de sérénité et de détente qui plante d'ores et déjà le décor d'un dialogue franc, sincère et porteur d'espoir. Cette session de travail préparatoire, réunissant d'éminentes personnalités et le groupe des facilitateurs composé d'anciens chefs d'État, donne le ton. Lomé s'ouvre à la médiation africaine pour mieux coordonner les actions, les rendre plus cohérentes, harmonisées et efficaces. La réunion porte l'empreinte du président du Conseil, Faure Sozomnania Sibé, médiateur désigné de l'Union africaine, engagé à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et à renforcer la stabilité dans la région des Grands Lacs. This meeting is of critical importance
of the African Union mediation led by your brother, the President Faure Gnassingbé, pursuant to the mandate conferred by the Assembly of Head of State and Government of the African Union, will allow us to examine and agree on draft document to be submitted by the mediator and to inform the deliberation of tomorrow's high-level meeting. More specifically, the session, we think, will focus on consolidating the architecture of the unified African peace process under the leadership of the African Union mediation, clarifying the role and operating modalities of the independent Joint Secretariat as a support mechanism for the facilitators, and reviewing and validating the draft mediation roadmap for the next 12 months. La crise a trop duré. Les dégâts matériels et humains sont considérables et continuent de s'alourdir. Quant aux personnes déplacées, elles se comptent par milliers. D'où l'urgence d'intensifier les actions de l'Union africaine pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi que dans l'ensemble de la sous-région. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je voudrais aussi saluer le leadership du président Faure, dont l'engagement pour la paix et la stabilité régionale et continentale nous inspire et nous réconforte. Au regard de son attachement aux valeurs panafricaines, il nous appartient d'être proactifs, de bâtir un cadre consensuel de dialogue et d'action concertée entre le Rwanda et la RDC, tout en associant les pays voisins dans la recherche de solutions. L'Ouganda, le Burundi, l'Angola, tous ces pays-là doivent être associés pour que cette crise qui a trop duré trouve enfin une solution durable. Il faudra s'attaquer sans détour aux racines du problème. Préserver d'abord la souveraineté de la RDC. Répondre aux préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda. Rassurer le Burundi qui supporte le lourd fardeau des réfugiés et des personnes déplacées. En définitive, la solution à la crise à l'est de la RDC ne sera possible que lorsque ces questions obtiendront des réponses adéquates. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a posé des conditions fermes au lancement du processus de paix en République démocratique du Congo. Lors d'échanges d'EV avec les corps diplomatiques, il a insisté sur la nécessité préalable d'un cessez-le-feu effectif, du désengagement et de la séparation des forces ainsi que du cantonnement de combattants avant toute avancée vers la paix. Il est ici. Malgré les initiatives de paix prises, les résolutions adoptées, notamment par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme, malgré les accords de Washington et de Doha, des initiatives de l'Union africaine, de la communauté est-africaine à SADC, la situation à l'est de la RDC demeure plus préoccupante. Nous prions Dieu que cette guerre n'a pas encore embrasé toute la région, mais le Burundi est en train d'en payer le prix. C'est pour cela que le Burundi réitère son appel à la mise en œuvre effective des résolutions déjà adoptées, notamment la résolution 2773 des Nations Unies et celle du Conseil des droits de l'homme. Quand on était à Washington pour assister à la signature de l'accord de Washington, tout le monde avait espoir. Mais malheureusement, cet espoir a duré quelques secondes. Les gens me demandaient, puisque nous avons déjà remarqué qu'il n'y a pas de confiance à cet accord, et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire?
Souvent, on me pose la question parce que beaucoup savent que c'est le Burundi qui connaît mieux cette situation à l'est de la RDC. Je leur ai dit, maintenant que nous avons trouvé que les partis n'ont pas confiance en ce qu'ils ont signé, il faut, puisque l'accord est là, il faut que les garants s'activent. Il faut que les États-Unis qui ont garanti cet accord s'activent pour que toutes les parties respectent les accords signés. Aussi, je pense que si les Nations Unies s'y mettent, nous avons déjà un instrument, mais qui semble être passif, la MONUSCO. Si on activait la MONUSCO pour assurer la force d'interposition réelle, une force neutre d'interposition qui va entre la frontière du Rwanda et la frontière du Burundi et du Congo, comme ça le Rwanda aura la garantie qu'il ne sera pas attaqué, mais aussi le Congo retrouvera sa paix et va entamer le processus de paix intérieure. Il n'est pas possible que le Congo entame le processus de paix tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y a pas de séparation des forces, de désengagement, tant que les combattants ne sont pas cantonnés pour entamer le processus de DER. Et pour que cela soit une réalité, il faut renforcer la force de MONUSCO pour la rendre plus active. Comme ça, toutes les parties pourront respecter les engagements pris. De même que nous lançons cet appel pour la mise en œuvre de ces résolutions, le Burundi lance un appel pour la concrétisation des décisions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine et de SADC, les accords de Washington et de Doha, ainsi que les décisions et les recommandations pertinentes de l'Union africaine. Pendant ce temps, au pays, le gouvernement sort de sa réserve sur l'initiative de paix de Luanda. Face aux spéculations autour d'un éventuel dialogue national, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, clarifie la position officielle de Kinshasa et insiste. La crise actuelle est avant tout sécuritaire, conséquence directe de l'agression rwandaise. Commentaire. Le ministre congolais de la Communication et des médias, Patrick Muyaya, a tenu à dissiper toute confusion autour des démarches engagées dans le cadre de l'initiative de paix de Luanda, portée par le président angolais João Lourenço. Dans un message publié ce vendredi 16 juin 2026 sur son compte X, le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions jugées essentielles sur la nature de la crise que traverse la République démocratique du Congo. D'emblée, Patrick Muyaya a rejeté toute lecture politique de la situation actuelle. Ni crise de légitimité, ni crise politique, mais une crise sécuritaire causée par l'agression rwandaise, a-t-il affirmé sans détour. Pour les autorités congolaises, l'enjeu central reste l'insécurité persistante dans l'est du pays, aggravée par l'implication étrangère que Kinshasa dénonce depuis plusieurs années. Une réalité que le gouvernement estime n'est pas devoir être diluée dans des débats politiques internes jugés hors des propos. Le ministre a par ailleurs mis en avant la transparence de l'action gouvernementale depuis le lancement des différents processus diplomatiques. Depuis le début de ces processus, nous sommes transparents. Il n'y a rien que nous faisons sur lesquels nous ne communiquons pas, a-t-il souligné en réponse aux critiques et aux rumeurs circulant dans l'opinion. S'agissant du dialogue national évoqué dans certains cercles, Patrick Muyaya a rappelé un principe institutionnel clair, celle l'autorité du président de la République peut en décider la convocation. Le moment venu, c'est le président de la République qui convoquera ces dialogues, a-t-il précisé. Selon lui, ce dialogue éventuel devra impérativement respecter la feuille de route définie par les confessions religieuses, tout en restant aligné sur les cadres diplomatiques internationaux en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, qui structurent les efforts régionaux et internationaux pour une sortie des crises durables. En conclusion, le porte-parole du gouvernement a appelé à rétablir la vérité
autour de l'initiative de Luanda, que Kinshasa considère comme un mécanisme de facilitation dédié à la paix et à la stabilité régionale. Une initiative, insiste-t-il, qui ne saura être interprétée comme un raccourci politique ni comme un instrument au service d'ambitions personnelles. Au site Kivu, le gouvernement provincial basé à Baraka accuse la rébellion de l'AFC M23 d'avoir mené des pillages qu'il qualifie de systématiques de coordonnées dans la ville d'Oukera et ses environs. Dans un communiqué publié vendredi 16 janvier, les autorités provinciales dénoncent l'exploitation des biens publics et privés survenus alors que le mouvement rebelle affirmait placer la cité sous la responsabilité de la communauté internationale. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 00D, bar mine, bar com-média, bar SK, bar 2026. Concerne dénonciation d'actes de pillage systématique, de spoliation de biens et de violations graves du droit international humanitaire par l'AFC M23 dans la ville et territoire d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de faits d'une extrême gravité révélateurs de l'absence totale de bonne foi dans les déclarations et la correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies récemment rendue publique par l'AFC M23. Contrairement aux engagements et à la rhétorique contenue dans la dite correspondance du 15 janvier 2026, il est établi qu'à la date même de sa signature, l'AFC M23 organisait et exécutait des opérations de pillage systématique coordonnées dans la ville de Vira et ses environs, démontrant ainsi un mépris manifeste envers les principes du droit international humanitaire et des droits humains. Par ce communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu confirme notamment que 49 camions de marque Woro et 113 camions bennes de 6 mètres cubes ont quitté la ville de Bukavu sous le faux prétexte du transport de militaires retirés de la ville de Vira vers la plaine de la Ruzizi. Ces convois ont servi en réalité au transport illicite de biens appartenant à l'État congolais et à des particuliers acheminés directement vers la République du Rwanda. Dans la nuit du 15 janvier 2026, alors que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait engagé des efforts de reconstruction des infrastructures routières, des matériaux de construction entreposés dans la ville d'Uvira, au site de Kabimba, ont été chargés de force dans des camions appartenant aux rebelles de l'AFC M23. 34 camions de marque Woro chargés de 2700 tonnes de goudron ont été transportés en direction du Rwanda. D'autres camions ont emporté des tricycles appartenant à des particuliers et pourtant moyens essentiels de transport public et de subsistance économique. Le reste de biens et matériel stockés dans les entrepôts a été évacué par la frontière de Kamanyola. Des vaches et du bétail regroupés dans les hauts et moyens plateaux sont conduits vers Bouguera pour une destination inconnue, privant ainsi les populations de leurs moyens de subsistance. Ce fait démontre l'existence d'une économie de prédation organisée, caractéristique de groupes armés opérant en violation flagrante du droit international. Ces actes constituent de violations graves, notamment de l'article 33 de la 4e Convention de Genève interdisant le pillage, de l'article 52 du protocole additionnel 1 protégeant les biens à caractère civil, de l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifiant le pillage de crime de guerre, des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection du droit de propriété et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces crimes, ces actes criminels aggravent de manière délibérée la crise alimentaire déjà sévèrement ressentie dans la ville et le territoire d'Uvira. Le coût de la vie dans une zone désormais coupée de ses circuits normaux d'approvisionnement en denrées de première nécessité et en produits manufacturés. La vulnérabilité d'une population vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, aujourd'hui empêchée d'accéder à ses champs et privée de son cheptel. Bref, il s'agit d'une punition collective strictement interdite par le droit international humanitaire. Le gouvernement provincial du Sud Kivu considère que
La destruction systématique de moyens de subsistance, le pillage massif, la spoliation économique et l'asphyxie alimentaire volontaire constituent une stratégie criminelle planifiée, susceptible de qualification en crime de guerre et crime contre l'humanité. Ces actes s'inscrivent dans une logique de destruction indirecte de populations civiles, ce qui conduit sérieusement vers un processus de génocide préparé sous d'autres formes, à travers la famine, la paupérisation extrême et la dépossession généralisée. Face à cette réalité, le gouvernement provincial du Sud Kivu condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels. Il appelle la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la Cour pénale internationale et les organisations de défense des droits humains à documenter ce fait et à engager sans délai des poursuites contre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Le gouvernement provincial du Sud Kivu réaffirme la volonté et l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à protéger les populations civiles et à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Enfin, le gouvernement provincial du Sud Kivu rappelle que le silence, l'inaction et la complaisance face à de tels crimes. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire de la province, le général-major Kakolo Somo Evariste, a accompagné des investisseurs venus de Béni pour visiter des plantations agricoles et lancer de nouveaux projets d'une grande pépinière de cacao. Une initiative qui vise à promouvoir les cultures pérennes et à renforcer le développement économique local. Reportage, cellule de la communication du gouverneur militaire. Comment se porte le minerai? C'est une ressource épuisable. Il est temps que nous, les enfants du Nord Kivu, les enfants de Walikale, nous puissions commencer à explorer dans notre territoire pour bien prendre en main cette revanche du sol sur le sous-sol. De la parole aux actes, le gouverneur du Nord Kivu emmène avec lui des investisseurs intéressés dans les secteurs de l'agriculture en territoire de Walikale. Pendant 2 jours, ces hommes d'affaires venus de Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, ont visité certaines plantations et champs de l'État congolais. Objectif, matérialiser le gigantesque projet du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur le couloir vert Kivu-Kinshasa, mais également la revanche du sol sur le sous-sol prônée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, avec le couloir cacaoyer et la culture des produits pérennes, affirme Paul Vikanza, conseiller du gouverneur en charge des investissements. Et c'est ici que nous aurons le champ pilote, là où nous allons installer la grande pépinière de cacao et qui va alimenter toute la région. En fait, nous avons défini ce que nous appelons le couloir cacaoyer, qui est notre route de la soie, et c'est ici la base. Mais nous sommes venus avec des grands financiers qui vont financer ces pépinières. Ce sont les hommes d'affaires qui sont venus de Béni et qui viennent amorcer exactement cette pépinière. Projet bien accueilli par le chef de village Kilambo. Nous sommes très contents. Lorsqu'il y aura plantation de cacao, c'est la population locale qui va en bénéficier parce qu'il y aura la main-d'œuvre locale. Cette descente à Boboro, 25 km au nord dans le territoire de Walikale, sur la route Walikale-Kisangani, marque l'avènement d'un nouvel ère culturel dans ce territoire minier. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci d'être toujours connectés, de liker, de partager. À toutes et à tous, nous vous souhaitons un week-end.